Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de La vie est belle, votre émission de bioéthique. Aujourd'hui, nous recevons un nouvel invité. Nous avons la joie de recevoir Marie Danel, le docteur Marie Danel, qui est chef de service de soins palliatifs de Saint-Vincent-de-Paul à Lille. Bienvenue. Merci. Bienvenue Marie Danel. La vie est belle, Clément Vilvéric, Paul Duchesne. Alors, pour ceux qui nous ont suivis l'année dernière, au mois de décembre, vous étiez nombreux à nous faire cette remarque, parce que nous avions parlé de la mort. Mais pourquoi parlez-vous de la mort en plein hiver ? On a besoin d'autre chose et nous refaisons ce coup cette année en parlant de la fin de vie, qui va être notre thème du mois, tout simplement. Nous allons aborder cette question qui est à la fois une question d'actualité et en même temps pas tant que ça. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, n'est-ce pas, Paul ? Tout à fait. Le problème avec la loi fin de vie, c'est que ça renvoie chacun à sa subjectivité. C'est souvent une question d'éthique, c'est-à-dire est-ce qu'il est bon de l'adopter, est-ce que ça n'est pas bon de l'adopter. Mais il y a un thème qui est assez peu traité, c'est est-ce que la fin de vie est nécessaire ? Cette loi est-elle nécessaire ? Avant de se demander comment il faudrait légiférer, il faut se demander est-ce qu'il faudrait tout court légiférer ? Et c'est la question qu'on va poser aujourd'hui à notre invitée, Marie Danel. Vous êtes chef du service des soins palliatifs à l'hôpital Saint-Vincent à Lille. C'est ça, donc du service de soins palliatifs et de l'équipe mobile de soins palliatifs. Et de l'équipe mobile de soins palliatifs. Alors une toute première question avant de commencer l'interview, on sait que 21 départements français n'ont pas forcément d'unité de soins palliatifs d'USP. Est-ce que c'est parce qu'on peut remplacer ces USP par de l'hospitalisation à domicile ? On ne peut pas remplacer les unités de soins palliatifs par l'hospitalisation à domicile, mais ce qui est sûr, c'est que les USP ne suffisent pas et que l'HAD à domicile est nécessaire, mais pas seulement. Les soins palliatifs, ce n'est ni seulement dans les services de soins palliatifs, ni seulement en HAD. Donc il y a un manque au niveau de ces 21 départements. Ça, c'est sûr pour ces départements, mais aussi de façon générale, dans tous les départements, on sait qu'il y a un vrai manque, puisque on a même des chiffres qui nous l'expliquent. La Cour des comptes, elle a rendu son rapport l'été dernier. Donc, sur les 670 000 décès par an en France, on estime que la moitié ont besoin de soins palliatifs. Et seulement la moitié de ceux qui ont besoin de soins palliatifs en reçoivent effectivement. Donc, en fait, la moitié des personnes qui ont besoin de soins palliatifs n'en reçoivent pas en France. Et précisément, on va rentrer dans les détails de cette loi pour voir est-ce qu'il faudrait légiférer sur les soins palliatifs. C'est l'interview. La vie est belle. RCF Hauts-de-France. Alors moi j'ai quand même envie, avant qu'on entre trop dans les détails, de vous poser cette question. Finalement, la fin de vie, qu'est-ce que c'est ? Selon vous ? Vous qui assistez à des fins de vie très régulièrement. Alors est-ce que la question, Clément, c'est comment ça se passe ? Est-ce que c'est ça que tu poses comme question ? Parce que qu'est-ce que c'est ? Ben voilà, c'est la fin de la vie. Peut-être que ta question, ça peut être à partir de quand on dit qu'on est en fin de vie ou quand est-ce que ça commence ? À l'heure de notre mort, dit le « Je vous salue Marie ». C'est quoi cette heure de notre mort ? Et c'est vrai que c'est intéressant parce que ça sera jamais déterminé par quelqu'un, un nombre de jours ou un nombre de semaines. C'est différent dans chaque histoire et puis c'est différent pour chaque personne. Et peut-être qu'on peut se dire, en tout cas, qu'on parle de fin de vie quand on sait qu'on a une maladie grave, très évoluée et qui ne va plus guérir. Et c'est à ce moment-là qu'on parle des soins palliatifs. Donc les soins palliatifs, c'est pas quelque chose qu'on fait que dans les services de soins palliatifs, c'est tous les soins qu'on réalise chez les personnes qui ont une maladie grave, qui est évoluée, qu'on ne peut plus guérir. Alors évidemment, on comprend bien, ça concerne par exemple les cancers très évolués, mais aussi les maladies des personnes âgées quand elles se cumulent et qu'on ne peut plus du tout espérer les guérir ou les améliorer. Ça concerne aussi toutes les maladies du cœur ou des poumons quand on sait qu'on ne pourra plus les guérir. Ça concerne toutes les maladies qu'on dit neurodégénératives qui vont évoluer au moment où elles deviennent graves et quand on sait qu'on ne pourra plus les guérir. Et alors précisément, c'est quoi la fin de vie et c'est où la fin de vie ? Le CCNE nous le dit dans son avis numéro 139, il y a une tendance à la médicalisation de la fin de la vie. 75% des décès se font hors du domicile. Parmi ces 75%, 50% se font à l'hôpital. Est-ce que c'est une bonne chose que la fin de vie arrive majoritairement dans une structure médicalisée ? Alors ça, moi, je peux pas dire si c'est une bonne chose, parce que pour certains, ça l'est, pour d'autres, ça l'est pas. Donc, on pourra pas répondre de façon générale pour tout le monde. Et on comprend bien quand même que dans certaines situations, c'est nécessaire d'être à l'hôpital parce qu'on a besoin de plus de sécurité ou parce qu'il y a des symptômes qui sont plus difficiles à soulager à la maison. Par contre,
ce qu'on constate, c'est que tout le rapport à notre santé, à notre vie est très médicalisé du début de la vie jusqu'à la fin. Et que comme ce rapport à notre santé, il est de plus en plus médicalisé, on a un peu perdu cette idée que la mort nous concerne tous et on pense maintenant que c'est la médecine qui doit s'occuper de la mort et que ça ne peut pas se passer autrement. On ne se souvient pas qu'en fait, c'est la question qui nous concerne tous comme humains, et qu'en fait, on a tous les ressources et la responsabilité pour accompagner ceux qui nous entourent dans la fin de leur vie. Donc, je dirais plutôt que... pour certains, c'est vraiment bien d'être dans un milieu très médicalisé, mais en fait, c'est aussi possible que de nombreuses situations puissent être accompagnées paisiblement, sans être trop médicalisées, sans être à l'hôpital. En fait, c'est presque la moitié des décès qui n'ont pas besoin d'avoir des soins très techniques, très médicaux, et qui se passent bien. Ça aussi, peut-être, je me permets de le dire tout de suite, même à l'hôpital, même dans les services dans lesquels on a besoin de beaucoup de soins, la grande majorité des fins de vie se passent relativement paisiblement et en tout cas de manière soulagée déjà dans son corps. Voilà. Parce que ça, c'est quand même une crainte qui est souvent exprimée de la part des gens quand on parle de la fin de vie. Si on va m'emprisonner dans un processus, dans une structure où je n'aurai pas de liberté, je n'aurai pas de choix, je vais devoir subir des soins, je vais devoir être contraint du coup d'accepter des prises en charge. À vous écouter, on n'est pas du tout dans ce registre-là finalement. En tout cas, pas autant. Ce qui est certain, c'est que personne n'est obligé à rien et qu'on est toujours libre et que comme la vraie question, c'est pas de recevoir absolument tel traitement ou tel traitement, mais comment on va vivre le mieux possible la fin de sa vie ou le moins mal possible, parce qu'il faut... Je vous ai dit que certaines sont tout à fait soulagées et d'autres sont quand même source de souffrance. Donc, il faut aussi se souvenir qu'il y a des souffrances. Donc, comme la vraie question, c'est comment vivre le mieux possible la période de la fin de sa vie, en fait, cette réponse, elle dépend une fois de plus de chaque personne. Il y a des personnes qui vont se sentir très bien à l'hôpital parce qu'elles vont être très rassurées, et d'autres personnes qui vont se sentir très mal et qui préfèrent vraiment être seules à la maison, mais pour qui ça aura beaucoup plus de sens. Donc effectivement, il n'y a pas de réponse pour tout le monde, et surtout, chacun sait ce qui va être bien pour lui, doit l'exprimer, et quand on propose des soins en fin de vie, on construit un espèce de projet qui va correspondre à chacun. Et effectivement, pour beaucoup, c'est moi, je veux rester chez moi jusqu'à la fin de ma vie. Alors bien sûr, on met en balance ce qui est possible, ce qui ne l'est pas. C'est sûr que quand on est isolé, c'est beaucoup plus difficile, mais quelquefois, c'est possible quand même. Est-ce que vous constatez à l'autre bout du spectre, là on avait vraiment la crainte de l'obstination déraisonnable, l'ancien acharnement thérapeutique, et de l'autre côté, est-ce que vous constatez qu'il y a une peur presque panique dans la société du mal mourir? C'est-à-dire un recours à cette hospitalisation, à cette médicalisation, parce qu'on a peur en fait de mal mourir seul, ou alors qu'on est beaucoup plus seul qu'avant. Est-ce que c'est ce que vous constatez? Est-ce que vous êtes au chevet de ces patients-là en tant que médecin, parce que la société n'y est plus? Oui, et surtout... c'est pas une peur qui est infondée, parce que peut-être que pour vraiment parler, si c'était ça la question de Clément, de la fin de la vie, effectivement, les grandes peurs et les grandes inquiétudes, c'est l'inquiétude de souffrir, la peur de souffrir, et quelquefois, à juste titre, parce qu'on n'est pas assez soulagé. Effectivement, c'est la peur de la mort, mais plutôt comment ça va se passer, ce moment de la mort, de la toute fin. Souvent, c'est pas la mort le problème, c'est juste avant, comment ça se passe. C'est le mourir. Mourir. Et puis, effectivement, tu le dis bien, la peur d'être seul, ou le sentiment, que notre vie est un poids pour les autres. Ça, c'est vraiment des grandes inquiétudes qu'on entend. Et c'est... je vais pas vous dire que les soins palliatifs répondent à toutes ces inquiétudes. Simplement, les soins palliatifs, ils proposent des traitements, un engagement à traiter les douleurs physiques, un engagement à ne pas laisser seul, à accompagner, mais tout ça dans les limites de ce que, effectivement, de la situation de chacun. Si quelqu'un est très isolé, n'a plus de famille, effectivement, les soins palliatifs vont pas remplacer sa famille, c'est certain.
Et alors, vous nous le disiez, la mort, c'est une épreuve, en fait, la peur du mourir, la peur de la mort. Le CCNE lui-même nous le dit, hein. Il nous dit « Aucune mort n'est à proprement parler douce, elle demeure une épreuve physique et métaphysique. » Vous êtes donc là plus pour accompagner que pour soigner, parfois. On pourra peut-être discuter des futurs soins d'accompagnement qui remplaceront les soins palliatifs. Mais j'ai quand même une question. Dans notre système hospitalier, avec cette tarification à l'acte, la fameuse T2A, est-ce qu'on valorise cette éthique de la sollicitude, on le dit souvent éthique du care, est-ce qu'on valorise le fait que vous accompagnez plutôt que le fait que vous soignez ? Est-ce qu'on valorise ça, l'accompagnement ? Juste sur la terminologie, soigner, c'est pas guérir. Donc en fait, jusqu'à la fin, on soigne, en soins palliatifs aussi, même quand on guérit pas. Donc jamais, le soin ne s'arrête jamais. Et même quand on décide d'arrêter des traitements, on soigne toujours. Donc vous posez des actes. Donc de toute façon, on accompagne et on soigne. Ça, et c'est pas toujours par un acte thérapeutique, mais toujours par un acte quand même. Tout est acte, en fait. Par rapport à la valorisation financière ou au mode de financement des soins palliatifs, effectivement, la question s'est beaucoup posée puisque le financement de la santé, en tout cas, ça se fait par l'activité, par l'acte. Mais il y a quand même eu des vraies décisions politiques de santé publique qui ont permis le développement des soins palliatifs, du coup, dans des systèmes de forfait. Donc, heureusement, il y a des vraies décisions qui ont été posées politiquement qui ont permis qu'on propose des soins palliatifs dans différents lieux, par exemple à l'hôpital ou en HAD. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas suffisant, par exemple, dans la valorisation de l'accompagnement et des soins palliatifs à domicile. Ça, c'est un vrai bon exemple parce que à domicile, ça nécessite que les soignants libéraux, qui sont les premiers interlocuteurs, souvent les premiers soignants, ils aient du temps, ils puissent prendre du temps. Et ça, on sait que c'est pas du tout valorisé. Donc, il y a déjà eu une vraie volonté, une vraie décision politique de soutien et de valorisation financière, mais qui est insuffisante. Alors justement, puisqu'on avance un petit peu sur les questions politiques, économiques et du coup législatives, quels sont les enjeux pour les mois, les années qui viennent en France vis-à-vis de la fin de vie, vis-à-vis des soins bioéthiques, des soins palliatifs, pardon. Quels sont les challenges, les défis à relever pour répondre à ce manque dont vous parlez ? Peut-être dans deux directions. Donc, il y a vraiment un enjeu pour le monde du soin qui est de diffuser une espèce de culture de l'accompagnement et des soins autour de la fin de la vie. Parce qu'effectivement, on commençait en disant qu'il manquait des unités de soins palliatifs dans certains départements, mais ce qui manque beaucoup plus, c'est une formation beaucoup plus diffuse des soignants, qu'ils soient à l'hôpital ou à la maison et dans les EHPAD. Et dans les universités ou pas ? Bien sûr, dans les universités, ça concerne l'enseignement universitaire de tous ces soignants, la formation initiale. Donc ça, il y a un gros enjeu de formation. Il y a d'abord aussi pour le monde du soin, un enjeu de développement des moyens pour soigner, puisque en EHPAD, avant le problème de la formation des soignants, c'est le manque de soignants. À l'hôpital, là, en ce moment, c'est aussi la vraie première problématique. Donc déjà, c'est qu'il y a un système de soins accessible à tous avant qu'il y ait un développement des formations en soins palliatifs de tous. Donc ça, c'est l'enjeu pour le monde du soin. Et puis l'autre enjeu, c'est quand même l'enjeu pour nous tous, citoyens, et pour notre société, c'est comment on peut entendre et accompagner ce qu'on voilà, c'est la souffrance qui est exprimée quand il y a des personnes qui demandent la mort parce qu'elles se sentent être un poids pour la société ou parce qu'elles se sentent seules ou qu'effectivement elles n'ont plus de famille. Et ça, c'est une question qui ne concerne pas la médecine ni le soin. Ça nous concerne tous, en fait. Le législateur s'est saisi de la question de la fin de vie en proposant une nouvelle loi, depuis la loi 2016. Et là, il propose une révision de cette loi en apportant carrément un nouveau projet de loi. Le gouvernement, on ne sait pas quand est-ce que ce sera adopté. Vous, en tant que médecin, comment est-ce que vous vous situez vis-à-vis du législateur qui s'empare de cette question ? Est-ce que vous vous sentez assez écouté ? Est-ce que vous considérez que cette loi, au moins dans sa première partie, répond avec les maisons d'accompagnement à un problème que vous rencontrez sur le terrain ? Ou est-ce que vous trouvez que tout ça, c'est plutôt de l'idéologie, une réponse qui ne correspond pas du tout aux attentes que vous avez, vous, sur le terrain ?
moi, je comprends tout à fait que la question soit soulevée par le législateur, puisqu'elle est dans notre société. Et cette question, elle est fondamentale à entendre. On a peur de souffrir, on a peur de se retrouver dans des situations d'acharnement thérapeutique. C'est une vraie question. Oui, tout à fait. On a peur de mourir seul, on a peur de la mort, parce qu'on a oublié comment on mourait. Et donc ça, c'est très légitime de poser la question. Ce qui est sûr, c'est que pour ce qui concerne les personnes malades, notre expérience, quand on travaille en soins palliatifs, c'est que les personnes qui sont malades et qui demandent, par exemple, la mort provoquée, déjà, ça concerne très peu de personnes. Hein. Il y a des études qui disent 3-4% des personnes qui sont en soins palliatifs. Et quand on leur apporte des soins, qu'on s'engage dans ces soins et dans un accompagnement, presque aucune ne persiste, puisque... Presque aucune, mais il y en a qui persistent. Bien sûr, il y en a qui persistent. Et celles qui persistent... Le monde, il n'est pas noir et blanc. Mais précisément, mais celles qui persistent, depuis la loi de 2016, si leur affection n'est pas grave, incurable, avec un pronostic vital engagé à court terme et des souffrances réfractaires au traitement, hein, les conditions légales, les petites cases à cocher, s'ils sont hors de ces cases, mais avec une véritable souffrance, notamment psychologique et psychique, eux, qu'est-ce qu'on a à leur dire ? Est-ce que en fait, ils sont pas un peu dans l'angle mort de la loi ? Qu'est-ce que vous avez en tant que médecin à leur dire ? Qu'on dise, mais en fait, toute la sollicitude et tous les soins du monde ne répondront pas à mon besoin de mourir. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Est-ce que c'est juste une hypothèse farfelue que je me pose en tant que juriste ? Et qu'est-ce que vous avez à leur répondre à ces gens-là ? Voilà, moi, je vous pose la question, pourquoi vous me demandez à moi, médecin, de leur répondre, ou à la médecine de leur répondre? Pourquoi ce serait à moi de leur répondre? En fait, si un patient me dit, parce que effectivement j'en ai rencontré, ils me disent, je suis complètement soulagée dans mon corps, je suis bien, je sais que je suis accompagnée, que je ne serai pas seule, mais en fait, je ne veux pas vivre cette maladie. Je ne veux plus vivre, oui. Je ne veux pas vivre ça. Moi, je ne suis que médecin. Donc, pourquoi est-ce à moi de répondre à cette question ? Une fois de plus, on demande à la médecine d'apporter une réponse qui ne relève pas de la médecine. Voilà, c'est une réponse plutôt en société. Est-ce que la société veut choisir d'apporter une réponse qu'il y a des gens qui veulent mourir et pas qui forcément vont mourir bientôt, qui veulent mourir, on ouvre une autre case dans laquelle effectivement ceux qui veulent mourir juste par choix, on leur dit, vous pouvez mourir. Alors forcément, moi, j'ai appris la médecine. Donc en fait, en médecine, on a appris la prévention et l'accompagnement des personnes qui veulent mourir et se suicider. Donc c'est ça notre grille de lecture. Donc après, s'il y en a une autre qui est ouverte, c'est sûr que ça va nous poser difficulté. D'ailleurs, c'est la grille de lecture du droit pénal en général. Le suicide est autorisé, l'assistance et l'organisation de suicide, lui, est exclu. Donc vous avez tout à fait raison. Mais donc ce que vous nous dites, c'est la question est légitime, on peut avoir envie de mourir, mais l'interlocuteur n'est pas le bon. Ça n'est pas à moi de répondre à cette question. Mais surtout, moi, je n'ai que mon expérience pratique. J'ai pas la réponse à tout. Il y a beaucoup de questions. Donc moi, mon expérience est celle de beaucoup de mes collègues soignants en soins palliatifs, mais aussi en dehors des soins palliatifs. C'est que quand quelqu'un dit, quelqu'un qui est malade dit « je veux mourir », ça veut dire « je souffre ». Et du coup, c'est ça que j'entends. Et effectivement, je sais qu'on ne peut pas répondre, dissoudre toutes les souffrances. Voilà, c'est ça qu'on sait. Donc nous, on est dans notre posture de soignant et on va rester dans notre posture de soignant et effectivement, sans apporter les réponses à tout. Souvent, peut-être une question qui peut rester, c'est quel sens a ma vie ? Mais moi, c'est le travail qu'on fait tous dans toute notre vie d'essayer de comprendre le sens de notre vie. Enfin, il n'y a pas la médecine qui va répondre à cette question. L'enjeu métaphysique. Oui, tout à Donc, voilà, et du coup, je veux quand même bien qu'on se redise, pour ce qui concerne les personnes malades, cette question qui reste dans « je veux mourir », elle est très rare et souvent, il faudrait plutôt que ce soit des psychiatres ou des psychologues qui vous répondent. Elle est interprétée aussi très différemment par nos collègues psychologues. Celle qui existe dans la société, c'est une question différente. C'est pour les personnes pas en fin de vie qui disent « je veux décider de mourir quand je veux, pour telle ou telle raison, ou parce que c'est ça, comme ça que je vois ma vie ». Ça, c'est une autre question. C'est pas la question des personnes malades. Et c'est pour ça que c'est une question sociétale,
et pas de la médecine. Mais un quart des Français, c'est la Convention citoyenne, 22% exactement, on est proche d'un quart. Un quart des Français disent dans cette Convention citoyenne, si jamais l'autorisation de l'aide active à mourir était permise en France, le médecin ne devrait pas pouvoir se prononcer sur la possibilité ou le refus de le faire. En fait, c'est la fameuse clause de conscience, c'est l'article 16, première partie de la loi. 22% des Français disent tout de même, en fait, ça ne serait même pas au médecin de décider est-ce que lui pose cet acte. Est-ce que vous, ça vous inquiète, ce chiffre ? Un quart des Français qui dit ça. En fait, je pense qu'on est toujours dans la même question de la médicalisation. On attend beaucoup de choses de la médecine. Et moi, je re-questionne ça. Voilà, pourquoi est-ce à la médecine qu'on demande ça ? Enfin, vous voyez, si une grande majorité des députés pensent que c'est nécessaire, mais pourquoi c'est pas les députés qui vont organiser ça ? Voilà, il n'y a pas forcément besoin d'avoir fait 12 années d'études pour peut-être juste cocher une case dans un protocole. Donc du coup, moi, ma question, c'est toujours pourquoi est-ce à la médecine qu'on demande ça ? Alors après, je vous dis ça tout en ayant cette expérience de soignant où nous, on est très ébranlés dans les soignants. On est très ébranlés dans ces demandes-là et dans l'expression de la souffrance. C'est ça qui fait le cœur de notre travail. Et du coup, c'est pas du tout simple de l'analyser comme ça parce qu'en fait, on est très engagé dans la relation de soins. Et même pour nous, c'est difficile de comprendre à quel moment, effectivement, on est encore dans une posture soignante, peut-être on n'est plus dans une posture soignante. Donc voilà, c'est peut-être plus facile d'en parler ici que d'y être qu'au chevet, exactement. Et c'est vraiment très très éclairant ce que vous venez poser. En fait, c'est la question du cadre, où on voit que le cadre clinique, les médecins sont dans une posture qui est vraiment celle du soignant et qui est du coup à articuler avec les autres cadres finalement, qui sont nos cadres sociétaux, légaux, avec la législation, déontologique aussi peut-être. Et finalement, la sélection de l'interlocuteur est vraiment primordiale pour avoir les bonnes réponses, si je comprends bien. Qu'est-ce que finalement la loi, si on parle de loi de fin de vie, pour terminer avec cette dernière question, qu'est-ce qu'une loi sur la fin de vie pourrait venir changer ou qu'est-ce que ça viendrait apporter ? Pourquoi est-ce qu'on en parle autant actuellement ? Est-ce qu'on peut utiliser les vrais mots ? Oui. Parce que loi sur la fin de vie, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc est-ce que tu veux parler d'une loi sur la mort provoquée, c'est-à-dire qui permettrait l'euthanasie ou le suicide assisté. Donc l'aide médicale à mourir. Le mot qu'on utilise dans les médias, en fait, moi, l'aide médicale à mourir, ça ne me définit rien. Donc, est-ce que c'est une loi qui légalise l'euthanasie et le suicide assisté ? C'est ça la question. Oui, ça, le CCNE, il le dit. AAM, c'est suicide assisté et euthanasie. C'est les deux. Il nous le dit. Il dit, on a choisi cette terminologie parce que c'est un panier, il y a les deux dedans. Oui, mais enfin, on peut discuter de ce que ça veut dire, l'aide à mourir, parce qu'effectivement, dans notre pratique, nous, on fait que ça, d'aider pour le moment de la mort. Donc, je trouve que c'est quand même très important qu'on utilise bien les bons mots pour qu'on sache de quoi on parle, surtout que même, par exemple, l'euthanasie et le suicide assisté, c'est pas non plus la même chose. Mais moi, je sais, évidemment, ça aura beaucoup de conséquences et je pense qu'on peut s'inspirer ou observer les conséquences déjà qui sont décrites dans les pays qui ont déjà légalisé l'euthanasie et le suicide assisté. Peut-être que pour rester dans mon domaine du soin, l'inquiétude que expriment beaucoup de soignants, c'est que ça risque de modifier la relation de soins. Voilà, alors que cette relation de soin, elle est fondamentale en fait. C'est vraiment la relation qui va construire aussi le soin. Et si dans la relation, on ne peut pas construire de la même façon une relation de confiance ou d'authenticité, forcément, pour le moment, on a du mal à comprendre comment ça sera possible encore de continuer cette relation de soin. Merci. Marie Danel, on se retrouve pour quelques mots de conclusion. La vie est belle, l'émission bioéthique qui éclaire la vie. Clément Vulvéric, Paul Duchesne.
Une vraie question qui s'est posée tout au long de cette interview, c'est en fait, est-ce que cette loi parle des morts ou des vivants ? À l'évidence, elle parle plus de notre société, une société technique qui cherche un interlocuteur nouveau, le médecin, face à une question ancienne, la peur métaphysique de la mort et du mal mourir. Merci Marie Danel d'être venue éclairer nos petites lanternes dans les studios de RCF. Clément, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Nous allons avoir beaucoup de choses à décortiquer durant les semaines qui arrivent grâce à vos différents éclairages. Effectivement, moi j'ai vraiment retenu que la question était vraiment une question de société avant d'être une question clinique et qu'il fallait choisir les bons interlocuteurs. Donc merci de nous avoir ouvert les yeux vis-à-vis de cela ainsi que vis-à-vis de la terminologie. Merci Marie Danel. Merci pour votre invitation. Et à la semaine prochaine sur La vie est belle.